Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous sur le live d'Elvic TV. Il est exactement 22h16. Voilà, toutes mes excuses pour ce léger retard, surtout à nos frères de l'Europe, où il est minuit et 17 minutes. Je suis en train de mettre tout en place. Nous sommes en train de mettre tout en place donc pour être, je dirais, plus présent et surtout à l'heure. Et puis, bon, faire plusieurs directs. Ça sera, je peux dire, des petits directs, même aux 58-59 minutes tout au long de la journée. Voilà, c'est un peu ce que nous allons faire à compter d'aujourd'hui. On fera plusieurs directs, c'est celui de ce jour, à compter de demain, plusieurs vidéos, car comme vous le voyez donc sur le titre, la situation politique commence donc à se tendre un peu, car la communauté internationale a décidé de prendre pied dans le processus électoral, dans ce qu'on peut appeler dans la situation politique donc dans le pays. Donc bienvenue à vous qui nous rejoignez sur ce live. Vous êtes en compagnie d'Isaac Kofi. Nous sommes le mardi. Non, c'est plutôt lundi. Lundi 22 septembre 2025. Il est exactement donc 22h et 18 minutes. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir donc à Evelyne Quadio, ma soeur depuis New York City. Merci d'être en notre compagnie. Bonsoir aussi à Edouard Ngouran. Merci, cher frère, d'être là. Bonsoir à Aboubakar Sidiki Traoré. Voilà, bonsoir, cher frère. Merci donc d'être là. Aboubakar Sidiki Traoré, Valérie Cadio. Et sans oublier aussi notre vaillante Amazon, Chalène Labelle, qui est en notre compagnie. Et le docteur Marie Oyuru depuis le Texas, que je salue aussi, qui est là, de même que Keke, voilà, Bobele, Beth Adingra, Alassane Ouedraogo, Mouchi Asamoah, Eva S, à qui je dis merci. Et puis aussi Yao Daniel, Brou Daniel Allah aussi, qui est présent sur le live. Edouard Ngouran, voilà, notre frère depuis le United Kingdom. Qualit Africa Consulting, Aoud Kaye, Étienne Kwasi, et voilà le groupe Black Conscience. Et en tout cas, nous sommes déjà à près de 2000 personnes donc connectées. Faites monter le mercure, partagez des informations importantes, des informations donc breaking news que nous allons développer ici, priorité au direct ici sur la voie de la résistance panafricaine. Sur Elvic TV, les choses sérieuses semblent se mettre en place. Soro Yeo Sieré depuis le Luxembourg et Aoudekai, soyez les bienvenus. Voilà, soyez donc les bienvenus. Voilà, et puis qui d'autre que je salue, Irel Nyoka, CC aussi qui est là, et Étienne Kwasi, et vous tous. Voilà, un chat en ébullition, 100 messages à la minute. Donc soyez tous salués à vos rangs, grades et qualités, et puis surtout selon votre zone géographique. Vous êtes en compagnie d'Isaac Kofi. Vous le savez, nous sommes à quelques semaines d'une élection présidentielle importante, importantissime même, pas exclusivement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute la sous-région ouest africaine. Vous le savez aussi, il y a un homme en Côte d'Ivoire, ça fait en tout cas plusieurs fois nous parlons de lui, dans je dirais même plus d'un millier de vidéos. Cet homme s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il est arrivé en Côte d'Ivoire par effraction dans les années 90 et les Ivoiriens qui se battaient, et ils ont en somme baissé la garde. Ils ont permis à cet homme donc de s'installer durablement et même d'accéder à la magistrature suprême en perpétrant plusieurs coups d'État et même une guerre civile contre ce pays. La Côte d'Ivoire aujourd'hui vit des moments très très difficiles économiquement, socialement, politiquement, et on le voit, plusieurs cadres de l'opposition et non des moindres tels que le président Thiam et nous-mêmes qui vous parlons, nous sommes en exil. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. La constitution de la Côte d'Ivoire, vous le savez, condamne l'exil. Il y a aussi d'autres qui n'ont pas eu cette chance, qui ont été purement et simplement assassinés par les escadrons de la mort de ce régime. Plusieurs croupissent dans les prisons. Non content en tout cas d'avoir décimé le tissu social ivoirien, Alassane Dramane Ouattara a décidé de s'en prendre aux pays qui nous entourent, aux pays donc de la sous-région ouest africaine, à savoir les pays de l'Interland, de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est méconnaissable par la faute d'un seul individu, d'un seul personnage, cet homme-là que vous voyez, Alassane Dramane Ouattara. On peut aujourd'hui être à mesure de dire Bori Bana. Bori Bana en langue malinké signifie la fuite en avant s'arrête ici. En effet, la fuite en avant
du dictateur de Côte d'Ivoire s'arrête très bientôt, s'arrêtera très bientôt, dans quelques semaines au plus tard. En effet, comme vous le savez donc, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo fait un travail magnifique. Le président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a été très clair, il n'y aura pas de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara a-t-il entendu le message? Le président Laurent Gbagbo a lancé ce message devant plusieurs centaines de milliers d'Ivoiriens qui se sont rassemblés le 16 août dernier. C'était à la place Figayo à Yopougon. Et aussi, il y a eu cette grande manifestation du Front commun. Le Front commun donc qui regroupe le PDCI RDA, le PPACI et aussi le mouvement Trop c'est trop, qui est un mouvement citoyen qui est engagé aujourd'hui dans la fin donc de la dictature en Côte d'Ivoire. Comme vous êtes en train de le voir, Alassane Dramane Ouattara est cerné de partout, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et toujours, donc, pour comprendre mieux ce qui se passe, la situation est très tendue pour la dictature. Ils ont, comme vous l'avez vu dans nos éditions passées, préparé tout pour une élection présidentielle. Mais comme on le voit, cette élection présidentielle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. C'est une information breaking news d'Elvic TV que nous allons décortiquer ici. Voilà, vous le voyez donc à l'international, le président Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, a verrouillé le territoire américain, que ce soit les États-Unis ou le Canada, pour le dictateur Alassane Dramane Ouattara, qui n'a plus droit de citer. Il a fui, ne s'est pas rendu à New York. Il a préféré plutôt envoyer son ministre conseiller Achille Patrick. De l'autre côté aussi, bon, le président Thiam rencontre plusieurs officiels là-bas, et ce n'est pas uniquement comme à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur aussi. Même celui qu'on pouvait qualifier de petit candidat, à savoir Pascal Affi N'Guessan. Pascal Affi N'Guessan, à qui Alassane Dramane Ouattara avait donc fait saisir le siège de son parti, qui l'a aussi fait exclure du processus électoral en Côte d'Ivoire. Pascal Affi N'Guessan a aussi sa voix qui porte actuellement. En effet, l'international socialiste, dirigé par le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, a dénoncé le processus électoral en cours en Côte d'Ivoire et condamne donc l'exclusion de tous les principaux candidats. Dans une déclaration qui nous est parvenue hier et que nous avons abordée hier, l'international socialiste, qui regroupe aussi le parti au pouvoir en Angleterre, à savoir le Parti travailliste, le Parti socialiste ouvrier espagnol, le Parti socialiste portugais et tous les partis socialistes à travers le monde, condamnent donc le processus électoral qui est en cours en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, de plus en plus isolé, tant au plan national que international, et c'est là que l'Organisation des Nations Unies intervient. Information donc breaking news ici sur Elvic TV. L'ONU est en passe de stopper le processus électoral qui a cours en Côte d'Ivoire. Le processus électoral déjà biaisé, conflictuel, qui a cours actuellement en Côte d'Ivoire, sera arrêté très bientôt. En effet, voilà, l'ONU a pris cette décision selon le journal Le Canard déchaîné. L'ONU a pris la décision après la décision controversée du Conseil constitutionnel ivoirien. L'Organisation des Nations Unies a décidé donc de mettre un frein sur le processus électoral qui est en cours, un processus que vous le savez est conflictuel, car tous les principaux adversaires de l'opposition politique ont tous été exclus de ce processus électoral par le Conseil constitutionnel aux ordres du régime d'Abidjan. Le Conseil constitutionnel donc qui n'a fait que publier la liste que le palais présidentiel de Ouattara lui a envoyée, a retenu que 5 candidats. Alassane Dramane Ouattara, âgé de 83 ans, président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le dictateur de Côte d'Ivoire. Simone Eivé Gbagbo, 76 ans, président du mouvement des générations capables, et Jean-Louis Eugène Billon, 60 ans, président du Congrès démocratique transfuge du PDCI RDA. Madame Henriette Lagoua-Djoua, 66 ans,
président du groupement des partenaires politiques pour la paix, le GPP, et Awa Domelo, docteur Awa Domelo, qui est âgé de 66 ans et est donc candidat indépendant. Voici donc ceux qui ont été donc choisis par le Conseil constitutionnel aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara pour concourir à cette élection présidentielle. Et puis les principaux leaders de l'opposition, le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Thiam du PDC-RDA, ont tous été exclus du processus électoral. Le président Thiam est d'ailleurs contraint à l'exil et depuis cet exil, donc, il est en train de faire un travail magnifique qui a donc verrouillé le dictateur Alassane Dramane Ouattara. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir dans les jours qui suivent pour prendre une résolution contraignante. Vous êtes sur Elvic TV. Merci donc de nous rejoindre. Je profite donc de ce arrêt momentané pour dire merci à Natal Winner. Natal Winner qui est un soutien indéfectible et sans faille d'Elvic TV. Merci aussi à vous tous qui hier, vous avez donc été très nombreux à me souhaiter un joyeux anniversaire. Et ceux donc qui m'ont cherché qui m'ont donc fait don de cadeaux, je tenais donc à vous dire merci. Voilà, donc comme vous le voyez, Boribana pour le dictateur Ouattara, le Conseil de sécurité des Nations Unies se mêle donc du processus électoral en Côte d'Ivoire. Le secrétaire général des Nations Unies a envoyé un représentant, en tout cas son représentant pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Il a envoyé en mission, c'est la deuxième mission du haut représentant de l'ONU en Afrique. Il se trouve actuellement même à Abidjan. Il a entrepris plusieurs rencontres. C'est à la suite de ces rencontres et après son retour à Abidjan, son retour à New York, au siège de l'ONU, que le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir pour une résolution contraignante contre le processus électoral qui a cours actuellement en Côte d'Ivoire, qui est un processus conflictuel qui peut conduire toute la sous-région ouest africaine au chaos. Comme vous êtes donc en train de le voir, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, son Excellence Leonardo Simao, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Angola, a rencontré aujourd'hui le président, un président très malhonnête de la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, à savoir Kubert Koulibaly, qui a refusé de faire la révision de la liste électorale, qui a refusé aussi de faire l'audit de cette même liste électorale donc conflictuelle. Voilà. Et comme vous le savez, donc l'ONU s'inquiète de ce qui pourrait advenir en Côte d'Ivoire si ce processus va donc à son terme, à savoir le 26 octobre 2025, si Alassane Dramane Ouattara arrive par la force des armes, car il compte aussi sur ces milices qu'il a déployées à travers le pays. Il arrive à donc s'imposer au peuple. L'ONU craint des violences. Écoutez le journaliste Robert Navarro, ancien donc haut reporter de la Radio France Internationale. Il dit en substance que les choses peuvent encore évoluer. Il était volontaire pour être candidat à cette élection présidentielle, Laurent Gbagbo, en 2025. Les Nations Unies sont actuellement en Côte d'Ivoire. Puis-je souligner factuellement que c'est la deuxième mission? Pourquoi une deuxième mission? La précédente ne suffisait-elle donc pas? Ne se suffisait-elle donc pas? Pourquoi revenir en Côte d'Ivoire? N'est-ce pas le signe qu'il y a un souci, tel que vu depuis l'immeuble de verre de New York? Voilà. Deuxièmement, il reste encore un mois. Le président Gbagbo dit que tout est encore possible. Il dit en substance que les choses peuvent encore évoluer. Il était volontaire pour être candidat à cette élection présidentielle, Laurent Gbagbo, en 2025. Tidiane Thiam était volontaire pour être candidat à cette élection. Parlons politique. Voyons, là je viens de souligner les Nations Unies, puis il y a aussi la position des États-Unis, la position de la France, la position la Côte d'Ivoire ne vit pas comme une île déserte au milieu de l'océan. Elle est entourée de voisins avec qui elle commerce, elle travaille, elle échange. Tout est encore possible, mais pour parler de politique, la seule chose qui a changé depuis hier soir, c'est que c'est plus la peine de parler du plan B.
C'est pas la peine, c'est non. C'est clairement. Voilà, donc vous avez écouté Norbert Navarro, ancien haut reporter, grand reporter donc de Radio France, ancien rédacteur même en chef de Radio France Internationale, le média français. Radio France Internationale émet sur l'Afrique depuis 1939. Donc Norbert Navarro a été le rédacteur en chef depuis donc plusieurs mois. Il est très actif sur les médias en Europe, sur les médias, décrypter l'Afrique, et puis il a ses sources dans les ministères français, au ministère des Armées, au ministère des Affaires étrangères, de même qu'à l'Élysée. Et donc, il partage ces informations avec nous. On arrive d'ailleurs tout à l'heure avec la position officielle de la France sur la forfaiture du 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. La situation, donc, comme je le disais, se complique pour le dictateur de Leberni. Le haut représentant du secrétaire général des Nations Unies se trouve donc actuellement à Abidjan pour un deuxième round, une deuxième fois. Donc la première visite n'a rien donné. Alassane Dramane Ouattara se résiste à respecter la constitution de la Côte d'Ivoire, en complicité donc avec le Conseil constitutionnel qui lui est totalement acquis. Alassane Dramane Ouattara a décidé donc d'écarter tous ses principaux adversaires et de passer par la force pour ce 4e mandat qui est illégal au vu de la constitution ivoirienne. En tout cas, l'ONU est très inquiète pour ce qui pourrait advenir en Côte d'Ivoire. Un chaos en Côte d'Ivoire donnerait un accès direct aux djihadistes sur le golfe de Guinée, et cela pourrait menacer la stabilité internationale et le commerce maritime international. Donc l'ONU suit de près la situation. C'est d'ailleurs pour cela qu'Alassane Dramane Ouattara avait été convié à New York. Ça fait 3 ans que Alassane Dramane Ouattara refuse de se rendre aux Nations Unies, aux assemblées générales, l'Assemblée générale donc de l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies lui avait passé une invitation, en somme une invitation qui sonne un peu comme une injonction. Emmanuel Macron avait aussi invité Alassane Dramane Ouattara à assister donc à ce projet de la France de reconnaître l'État de Palestine. Alassane Dramane Ouattara a senti le piège lorsqu'il a vu que Tidjane Thiam, son adversaire, se trouvait déjà aux États-Unis. Il se trouvait précisément à Washington DC, où il avait entrepris plusieurs rencontres avec des hauts dignitaires américains, mais aussi des présidents, des chefs d'État et de gouvernement qui se rendaient donc à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Les choses donc se sont compliquées pour Ouattara, qui s'est senti pris au piège donc de la communauté internationale, un peu comme Mobutu Sese Seko en 1997, lorsqu'il avait été donc invité, c'est un peu comme une injonction aussi à Pretoria par l'ONU, par les leaders de l'époque, le président Bill Clinton, et puis aussi par le secrétaire général de l'ONU. Et c'est là qu'on a demandé à Mobutu Sese Seko d'abdiquer, de partir, et pour éviter la honte. Mobutu Sese Seko avait refusé catégoriquement d'abandonner le pouvoir. C'était la seule et unique rencontre qu'il a eue avec Laurent Désiré Kabila, qui était le chef rebelle. Et donc c'est un peu cette rencontre, la rencontre de la dernière chance donc, qui était organisée à New York, où Alassane Dramane Ouattara allait être présent, le président Tidjane Thiam, qui est à l'extérieur aussi, allait être présent, et puis Emmanuel Macron, qui est un soutien, ou qui a été soutien jusque-là d'Alassane Ouattara, allait être présent. Beaucoup donc de leaders internationaux, des leaders africains. Le président du Sénégal se trouve d'ailleurs à New York actuellement. Bassirou Diomaye Faye a d'ailleurs rencontré le ministre conseiller d'Alassane Dramane Ouattara, Hachi Patrick, qui est pressenti pour être son vice-président si la forfaiture du 4e mandat venait donc à passer. Donc il y a tous ces leaders internationaux et tout le monde était réuni. Il allait avoir une réunion importante, une réunion importante du conseil de la CEDEAO, et autour d'Emmanuel Macron et avec Alassane Ouattara et les leaders de l'opposition. Après donc le règlement, où on va dire cette résolution française concernant la Palestine, Alassane Dramane Ouattara a refusé de se rendre à New York. Alors que s'est-il passé? L'ONU n'avait pas le choix. Ils ont donc décidé d'envoyer un haut représentant en Côte d'Ivoire
Donc c'est quelque temps donc avant qu'une décision importante soit prise, c'est-à-dire une réunion du Conseil de sécurité qui va voter une résolution contraignante contre le pouvoir d'Abidjan pour stopper net le processus électoral en cours et lancer le dialogue politique. Nous allons écouter le haut représentant du secrétaire général des Nations Unies. Lorsqu'il parle, les points sont clairs. Il n'y a pas donc dans ce monde une décision de justice qui n'a pas de recours. Il faut laisser des portes de recours, il faut négocier, il faut discuter. Le secrétaire, en tout cas l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies qui se trouve à Abidjan, a rencontré d'abord Alassane Dramane Ouattara. Je l'ai dit tantôt, il a rencontré aujourd'hui le président de la commission électorale indépendante, il a rencontré les principaux acteurs politiques, le président Laurent Gbagbo, le président Pascal Affi-N'Guessan, il a aussi rencontré le PDCI-RDA, il a rencontré Madame Simone Yves Gbagbo, Jean-Louis Eugène Biot, il fait le tour de tous les acteurs politiques et tout le monde, vous le savez, est unanime sur un point, à l'exception bien sûr du RDA RHDP ou par exemple de quelqu'un comme Jean-Louis Eugène Biot qui se réjouit que Tidiane Thiam ou même Laurent Gbagbo ne soit pas de la course. Tous les autres leaders politiques sont clairs. Il faut ouvrir le dialogue politique pour trouver les solutions et aller à une élection apaisée, une élection qui sera acceptée, où les résultats seront acceptés par tous et par toutes. Et c'est à cela que se résiste Alassane Dramane Ouattara. En tout cas pour le moment, c'est à cela qu'il se résiste. Mais pour combien de temps encore, après donc cette réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies qui aura lieu très très bientôt sur la crise en Côte d'Ivoire, qui est une crise politique, mais aussi une crise diplomatique et sécuritaire. On va le voir tout à l'heure. Mais le représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Leonardo Santos Simao, le 18 septembre dernier a commencé sa série de rencontres avec Alassane Dramane Ouattara au palais présidentiel. Regardez. Je viens d'être reçu pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec qui j'ai échangé sur la situation politique, économique et sociale et sécuritaire du pays, mais aussi de la région. Les solutions sont toujours un défi pour tout n'importe quel pays et Côte d'Ivoire n'est pas une exception. Que tous les acquis de développement économique qui arrivent dans les pays, qui se richent dans le pays, sont très encourageants. Donc il faut savoir protéger ça. Notre appel à la classe politique et à la population pour avoir des élections paisibles. Vous avez écouté donc le haut représentant, le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Et il a été très clair. Et il y a toujours une possibilité de trouver les solutions. Il faut protéger la Côte d'Ivoire, éviter que le pays sombre dans le chaos. Il faut protéger ses investissements. Vous avez compris le mot, protéger les investissements. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont investi et qui ont investi beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Vous avez principalement la France. Donc vous comprenez que derrière l'ONU, il y a la France qui est en train de jouer, qui est en train de pousser, puisque la France ne veut pas être vue comme celle qui va donc seule, on va dire, aller affronter Alassane Ouattara. Pour la France, c'est clair, Alassane Ouattara a failli à son devoir, à son compromis de 2020. Il est vieux, il est malade, il devait laisser la place à une nouvelle génération, à un autre membre de son parti. Mais ça, c'est en tout cas impossible. Et même, je peux dire, c'est la ligne rouge pour le dictateur qui veut mourir au pouvoir pour échapper à la prison, pour échapper à la Cour pénale internationale. Donc l'ONU est claire, il faut protéger le développement économique, il faut protéger les acquis de la démocratie. Alors il faut trouver une solution. Dans ce pays, les acteurs politiques doivent se mettre ensemble. Voilà, vous voyez donc le haut représentant du secrétaire général des Nations Unies qui a aussi rencontré le président Gbagbo. Il était au siège du PDCI RDA en l'absence du président Tidiane Thiam qui séjourne, comme vous le savez, actuellement à Washington DC et à New York. Le haut représentant du secrétaire général des Nations Unies a croisé les cadres, les leaders du PDCI présents à Abidjan. Regardez. Nous venons de faire un échange sur la situation du pays.
le PDCI, les représentants ont partagé avec nous les préoccupations qu'ils ont, l'exclusion de leurs candidats et d'autres questions qui, à leur avis, il faut régler dans les processus de création des conditions pour des élections paisibles. Ils sont, le parti est attaché à la paix et à la stabilité, mais soulève en même temps des préoccupations qu'il faut discuter avec le gouvernement pour chercher, dans le cadre des possibilités, des solutions pour les problèmes. J'ai dit à notre occasion que les élections sont toujours un défi pour le pays. Il y a toujours des difficultés à surmonter, mais j'ai trouvé dans cette délégation cette volonté et disponibilité de participer dans la recherche des solutions pratiques et faisables pour la création des conditions minimales vers des élections paisibles. Donc voilà ce que nous avons discuté dans cet entretien. Voilà, pour le PDCI RDA, une disposition pleine et sincère à donc discuter avec l'opposition pour trouver des voies et moyens pour une élection apaisée. Le pouvoir RDA RHDP est-il, lui, de son côté, prêt à des discussions sincères et franches pour une élection apaisée? C'est la question. On le sait tous que non. Le PDCRDA... Voilà, le PDCRDA a apporté sa disponibilité donc pour discuter, mais le pouvoir d'Abidjan, le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara il veut faire un passage en force. Alassane Dramane Ouattara pensait qu'à l'annonce de la liste définitive des candidats, l'opposition tout entière allait se jeter dans la rue et il allait user de la force, de la violence pour mater cette opposition. L'opposition a plutôt choisi le terrain de la diplomatie, de la haute diplomatie, et cette diplomatie met donc Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui dans une position inconfortable, tant sur le plan international que national. Sur le plan international, toujours, après donc les États-Unis, après l'international socialiste, l'international aussi démocrate, qui vous le savez, il y a le PDCI qui siège là-bas. Donc que se passe-t-il? Il y a d'autres pays aussi qui ont commencé à dénoncer le processus électoral vicié en Côte d'Ivoire, ce qui se passe actuellement dans le pays. Toujours à l'ONU, une réunion donc du Conseil de sécurité doit se tenir dans les jours à venir, et il y aura une résolution, une très forte résolution donc, qui va rabattre toutes les cartes. La Côte d'Ivoire est membre à part entière du Conseil de sécurité de l'ONU, comme le disait M. Norbert Navarro. La Côte d'Ivoire n'est pas une île désertique quelque part sur une planète. Ils ne sont pas seuls. Vous avez des pays qui nous entourent, des pays qui commercent avec nous, des pays qui font des affaires avec nous, des pays qui souhaitent qu'il y ait la stabilité pour qu'il n'y ait pas des centaines de milliers de migrants qui vont se rendre sur les côtes en Europe. Et les États-Unis veulent la stabilité, qu'il n'y ait pas un califat terroriste en Afrique de l'Ouest qui va causer donc un problème sécuritaire, comme ça a été le cas pour l'Afghanistan, où des djihadistes sont allés se former pour aller donc attaquer les États-Unis. Aujourd'hui, le Sahel est déstabilisé par les terroristes. Il faut éviter que ces terroristes gagnent du terrain et qu'ils aillent au-delà des zones où ils opèrent déjà, qu'ils occupent par exemple le golfe de Guinée, qu'ils installent donc des califats narcoterroristes où ils vendent la drogue, etc. Donc il y a aussi ce travail diplomatique qui est fait par les présidents Thiam et le président Gbagbo. Depuis Abidjan, le président Gbagbo avait saisi aussi l'ONU, le Conseil de paix et des droits de l'homme, donc des Nations Unies à Genève, et vous voyez donc les choses s'accélèrent en Côte d'Ivoire. Voilà, comme je le disais, c'est une image historique. Nous sommes le 21 septembre 1960. La Côte d'Ivoire fait son entrée officielle aux Nations Unies. Voici le jeune ambassadeur, l'ex-président, paix à son âme, le président Henri Konan Bédié, qui à l'époque était l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Nations Unies. On reconnaît à gauche sur cette image l'ancien ministre d'État, Mathieu Ekra,
qui a fait partie des prisonniers de la prison de Grand Bassam. On se rappelle de la marche des femmes sur Grand Bassam. On a aussi le premier ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. Bon, voilà, bon, le nom est un peu parti. Et puis on a M. Mamadou Koulibaly qui fut le président du Conseil économique et social. Donc c'est l'entrée officielle de la Côte d'Ivoire à l'ONU. Voilà, monsieur... celui de Grand Maurier, que bon, certains d'entre vous connaissez son nom. Donc la Côte d'Ivoire est donc membre à part entière du Conseil de sécurité membre de l'ONU, et le Conseil de sécurité et de paix doit s'intéresser à ce qui se passe. Vous le voyez, il y a eu plusieurs résolutions de l'Union africaine. La Cour de justice de l'Union africaine a condamné à plusieurs reprises la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a refusé d'exécuter cette décision de justice de l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité. La CEDEAO, c'est un club d'amis. Il y a eu des décisions à la CEDEAO, la Cour de justice, qui a donné raison à plusieurs partis politiques, que ce soit le PDCRDA, que ce soit le PPACI ou même le GPS. Mais bon, rien n'a été fait. Voilà, donc c'est M. Ernest Boka qui est assis, qui était le ministre de la Justice. Après, il est devenu président de la Cour suprême. Voilà, donc on a les 4 personnalités. C'était l'entrée de la Côte d'Ivoire à l'ONU. Voilà, et donc la Côte d'Ivoire est membre à part entière de l'ONU. Et une chose aussi qui est importante, c'est la Côte d'Ivoire qui a été à l'origine de la création des casques bleus. Les casques bleus de l'ONU, c'est la Côte d'Ivoire qui a été à l'origine. C'est double puissance. Monsieur Hassen Achouan Huchet, le premier ministre des Affaires étrangères, qui a donc fait voter la résolution qui a créé les casques bleus qui ont été déployés en Chypre. Voilà, il y avait ce conflit entre la Turquie et puis la Grèce sur la question chypriote. Donc la Côte d'Ivoire, quand elle a un problème, ne peut pas rester comme ça. Donc on s'attend à ce que cette résolution intervienne bientôt, et pendant ce temps, pendant que nous attendons la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Côte d'Ivoire, il y a un autre acteur que je pense qui est l'acteur principal, qui, vous le voyez, est en train vraiment de vouloir se sortir d'affaires. C'est la France. Regardez donc, selon cet article, selon M. Norbert Navarro toujours, la France va bientôt signifier clairement sa position sur le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara, des propos rapportés par l'Infodrome. La France ne veut pas que Alassane Dramane Ouattara, qu'ils ont contribué à installer. Ouattara est arrivé à la présidence dans un char de l'armée française. Voilà. Et M. Victorien Kwasi, le premier président de la Cour suprême de Côte d'Ivoire, s'appelle Ernest Boka. Il est mort en 1963. Et après lui, il y a eu M. Alphonse Boni. Voilà, c'est une longue histoire. Donc la France ne veut pas que Alassane Ouattara continue. Vous avez entendu que le haut représentant parlait d'intérêts économiques. Qui a des intérêts économiques? Qui ne veut pas que, comment on appelle ça, qui ne veut pas que l'économie ivoirienne sombre? Mais qui a investi parmi les pays européens, parmi les Américains? Ce sont les Français qui ont placé assez d'argent ici. Et comme donc vous le voyez, la France va avoir, selon M. Norbert Navarro, qui a été rédacteur en chef de RFI, donc il y a des sources dans le gouvernement. D'ailleurs, RFI appartient au gouvernement. La France va donner une position claire. La position française va bientôt être signifiée clairement à Ouattara. Ce n'est pas Robert Bourgi qui parle. C'est pas Robert Bourgi qui parle. Mais c'est plutôt la France officielle. C'est la France officielle. Et c'est un journaliste de la France-Afrique qui a donné ce discours. Robert Bourgi, il parle peut-être en son nom, mais il a reçu quand même le OK. Et il a reçu le OK de son patron, Nicolas Sarkozy, qui a contribué avec le bombardement militaire à installer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, comme vous êtes en train de voir, les choses commencent donc à se compliquer pour le dictateur. Ses amis, ses alliés ont commencé à le lâcher un à un.
voilà, ils ont commencé à le lâcher donc un à un parce que ils lui ont demandé de partir et d'organiser une élection. Et lui, il dit non, non, moi je bouge pas, je suis là. Voilà, voilà. Et nous sommes assez grands, vous ne devez pas vous ingérer dans nos affaires. Mais nous avons vu ici, dans ce même pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel dit et se dédie. Nous avons vu des armées étrangères rentrer dans le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Alors ce n'est pas aujourd'hui que M. Ouattara va donc chercher à prétester de la souveraineté de la Côte d'Ivoire pour ne pas que d'autres pays étrangers interviennent. D'ailleurs, nous allons écouter le chef des opérations militaires français qui d'ailleurs actuellement il travaille à Abidjan. Il est le patron de ISP. C'est une société qui a obtenu la sécurité, le contrat de sécurité du port d'Abidjan. Il était à l'époque le commandant donc des opérations militaires sur le terrain et il explique un peu comment ils ont renversé Gbagbo pour installer Alassane Dramane Ouattara. Il y avait des gazelles avec des missiles hautes, plein de missiles hautes, des missiles qui tirent à 4 km. Des hélicoptères pour ceux qui connaissent des hélicoptères avec des missiles qui tirent à 4 km. Et donc les ordres, j'étais chef du CPCO, et donc les ordres qu'on avait donnés, c'est détruire toutes les capacités militaires de Gbagbo. Donc ses bateaux, ses dépôts de munitions, etc. Sans jamais toucher à sa résidence où il était claquemuré. Et donc on fait ça une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits avec des pilotes extraordinaires qui dormaient pas, etc., qui volaient, revolaient. Enfin bon, ça a été quand même assez exceptionnel. Et à la fin, on pensait que Gbagbo allait céder comme ça. Et Gbagbo, il n'a pas cédé. On a tiré, pas tous nos missiles, mais tout ce qui n'était pas cassé était dissimulé. Et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, là, à l'Alliance du Nord, de pouvoir s'emparer de Gbagbo et mettre en place Ouattara. Et donc là, j'ai donné l'ordre au général qui était sur place d'y aller à pied. Quand même difficile, hein. Entre tirer à 4 km sur un objectif et puis fouiller tous les carrefours, toutes les haies, etc. Et donc ça a été très dur. Voilà, donc c'est le commandant des opérations depuis Paris qui parle. Nous avons donné l'ordre au général qui était sur place, qui commandait les opérations, d'aller à pied, c'est-à-dire de déplacer l'infanterie, déplacer la cavalerie, les blindés, les chars, d'aller à l'attaque, aller attaquer Gbagbo. C'est ce qui a été fait lorsqu'ils sont arrivés à la résidence. Ils ont attaqué Gbagbo, attaqué le palais présidentiel et ils ont bombardé le palais présidentiel. Bon, j'ai quand même, je pense, une image ici que peut-être je vais vous montrer parce qu'aujourd'hui, on a certains frères qui semblent avoir la mémoire un peu courte, mais on va leur rafraîchir la mémoire. On va leur rafraîchir la mémoire. On va d'abord finir d'écouter le général qui explique en somme, hein, comment est-ce qu'ils ont renversé le pouvoir donc du président Gbagbo pour installer Alassane Dramane Ouattara. Et nous allons voir au moins une petite image de ce jour de comment les rebelles d'Alassane Dramane Ouattara, en violation de la Constitution, en violation des lois de la Côte d'Ivoire, s'adonnaient à cœur joie sur les officiels du gouvernement ivoirien de l'époque. Très dur parce qu'on avait du mal à se comprendre, parce que lui trouvait que c'était une mission qui était extrêmement exigeante. Et donc je lui dis, mais c'est comme ça que tu vas faire. C'est comme ça que tu vas faire. Parce qu'il est hors de question que l'armée française tourne le dos ou fasse demi-tour face à une bande de mecs en claquettes, etc. Et donc voilà, ça a été compliqué. Ça a été un ordre, plus celui qui commandait était un bon camarade. Et ça a été très compliqué. Et je dis, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, donc vous avez écouté, c'est le patron donc des opérations depuis Paris, c'est lui qui dirigeait les opérations. Aujourd'hui, il est directeur de la société GEOS, qui a un groupe à Abidjan, et ISP, qui s'occupe de la sécurité du port d'Abidjan. Il a eu quand même de l'argent. Voici donc sur place au palais présidentiel bombardé par l'armée française qui a permis donc l'installation d'Alassane Dramane Ouattara, ce que les rebelles faisaient sur place. Regardez. Ouattara est vainqueur, mais la devra faire oublier qu'il doit sa victoire à la France et à ses armes, autant qu'à ses soutiens. Voilà, donc voilà l'ambassadeur de France que nous voyons là.
nous voyons aussi les Soudas, les forces militaires d'Alassane Dramane Ouattara, l'Alliance du Nord, comme les Français les appelaient à l'époque, qui sont en réalité les forces rebelles qui avaient attaqué le pays, qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. Donc, c'est un peu ça, ce qui s'est passé dans ce pays. Alors, voilà. Donc, vous avez là ces images de ces Soudas dans les rues d'Abidjan. On voit même, on distingue clairement des chars français dans la résidence de Côte d'Ivoire. Voilà, donc nous voulons que les choses soient très claires. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas aujourd'hui dire qu'il est un pays souverain, son pouvoir est souverain et qu'il ne peut pas avoir ingérence donc de la part de puissances étrangères. Donc selon Norbert Navarro, la France va très très bientôt signifier très clairement sa position à Alassane Dramane Ouattara. La position, vous la savez, la France... Emmanuel Macron déjà l'avait dit à Montpellier, c'était au cours du sommet Afrique-France, le nouveau format avec la jeunesse africaine à Montpellier. Et il avait donc demandé à Alassane Dramane Ouattara de passer la main à quelqu'un de plus jeune. Alassane Dramane Ouattara avait dit que bon, Amadou Gon Coulibaly était mort de façon, on va dire brusque, et il n'a pas eu le temps de préparer quelqu'un. Donc il souhaitait faire un mandat, le mandat de 2020 à 2025, pour préparer un successeur. C'est donc la promesse qu'il a fait à ses protecteurs, à ses alliés, à ses amis, aux Français donc. Et bon, Emmanuel Macron, sachant qu'Alassane Dramane Ouattara violait la constitution de la Côte d'Ivoire, a accepté néanmoins. Ils ont donc forcé et ils ont fait un blackout total sur les massacres qui s'opéraient en Côte d'Ivoire, tels que l'assassinat du jeune Kofi Toussaint, les centaines de morts qui en réalité c'était des milliers, car les milices a donné à cœur joie. Plusieurs chefs de ces milices qui étaient pilotés par des ministres tels qu'Amédée Kouakou ont commis des exactions dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Ils ont laissé faire. Alassane Dramane Ouattara a pu se maintenir. Il a d'ailleurs même encerclé la résidence de l'ancien chef de l'État, le président Henri Konan Bédié, qui l'a aussi plus tard fait assassiner. Il a fait tout ce qu'il voulait. La France a dit ok, bon, c'est nous qui l'avons mis, on ne veut pas la honte, on va l'aider pour qu'il puisse au moins faire ce mandat et préparer une personne. Donc à quelques mois de la fin de son mandat, Alassane Dramane Ouattara a commencé à s'aimer le flou dans l'esprit de tout le monde. Bon, je n'ai pas encore pris une décision. J'ai une demi-douzaine de candidats qui sont prêts, mais bon, mes médecins ne m'ont encore rien dit. Je suis dans l'attente quand les médecins vont me signifier réellement mon état réel de santé, je prendrai une décision. Il a commencé à berner tout le monde au point que Emmanuel Macron s'est fâché une première fois, cherchant à le raisonner, et donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsque Alassane Dramane Ouattara a décidé d'exclure de la liste électorale le président Tidiane Thiam. Il y a eu plusieurs rencontres. Nicolas Sarkozy a essayé de raisonner Alassane Dramane Ouattara. Emmanuel Macron a envoyé Macky Sall dans un vol, un jet privé, aller-retour sur Mougins pour essayer de convaincre Alassane Ouattara d'abord de se retirer et ensuite de permettre à Tidiane Thiam d'être candidat. Alassane Dramane Ouattara a dit niet. Il était donc interdit d'Élysée depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet dernier. Le 16 juillet, Alassane Dramane Ouattara donc il a la possibilité de rencontrer Emmanuel Macron à l'Élysée. C'est la rencontre de la dernière chance où les Français pensaient que à quelques semaines donc de l'annonce officielle de la candidature ou du nom du candidat du RDR RHDP, Alassane Dramane Ouattara allait quand même essayer au moins de suivre ce qu'il avait lui-même dit. Donc les Français ont tenté une dernière fois de l'amadouer, voilà, pour qu'il cède la main à quelqu'un d'autre. Ça, c'était le 16 juillet. Alassane Dramane Ouattara, qui est très rusé, qu'est-ce qu'il a fait le 16 juillet, pendant qu'il se rend donc, pendant qu'il se rend au palais de l'Élysée pour rencontrer Emmanuel Macron, c'est-à-dire quelques jours après donc la fête de l'indépendance, et Ouattara a forcé ce rendez-vous parce que Adama Bictogo s'était rendu à Paris. Il était membre donc de la délégation des parlementaires africains pour participer aux festivités du 14 juillet.
Bictogo a été tellement bien reçu, tellement bien traité, que ça fait des jaloux à Abidjan. On a pensé que bon, la France avait choisi Bictogo, en tout cas au RDA, parce qu'ils savent que ils sont là, c'est grâce à la France qu'ils sont là. Donc la France, du moins le RDA a pensé que la France avait adoubé Adama Bictogo et lâché Alassane Ouattara. Ils ont commencé donc déjà à Abidjan à avoir des discours guerriers contre la France. Alors Emmanuel Macron accepte de rencontrer Alassane Ouattara le 16 juillet, la rencontre de la dernière chance. Il lui demande, bon, est-ce qu'il est candidat ou pas? Bon, Ouattara dit, bon, j'attends encore mes docteurs, ils ne m'ont encore rien dit. Quand les docteurs vont parler, je vais prendre une décision. On dit, oh, d'accord. Et il revient donc à Abidjan, le lendemain, je pense. Et pendant donc qu'il est à l'Élysée, il fait organiser une rencontre entre l'opposition, le CAPSI, qui est dirigé par le président Thiam, qui est en exil en France, et il y a une rencontre. Donc, le RDA se déplace au domicile de Mme Simone Eivé, qui est la porte-parole de CAPSI, pour dire que nous discutons avec l'opposition, nous sommes en train de trouver des voies et moyens pour que l'élection soit apaisée. Voilà, en réalité, il y a des billets de banque, il y a des valises qui ont changé de main pour cette rencontre, parce que c'était pour donner une image d'un président qui est, on va dire, adepte du dialogue. C'était un message à ses alliés français. Mais tout cela n'a pas marché. Nous revenons donc à la case départ. Alassane Dramane Ouattara est aujourd'hui coincé, très coincé, parce que Tidiane Thiam, en tout cas, n'a pas dormi. Ouattara pensait que Tidiane Thiam allait être donc enfermé à Paris, comme ce fut son cas lorsqu'il était face au président Bédié. Il se dit, j'ai verrouillé la France, j'ai Dominique, j'ai les autres, les hommes d'affaires, je vais donner quelques contrats et tout va bien se passer. Il pensait donc que tout allait se passer en France. Tidiane Thiam, qui a aussi, on va dire, un carnet d'adresses très fourni, qui participe régulièrement au sommet de Davos, au club de Bilderberg, au Club of 30, qui a été le conseiller financier de beaucoup de leaders de ce monde. Il a donc commencé à voir du côté des anglo-saxons. Il est allé aux États-Unis. Aux États-Unis, Tidiane Thiam a d'abord renforcé ses coffres pour ce combat, car il a dit ça serait un long combat. Quand on va à la chasse, on ne tousse pas. Tidiane Thiam d'abord va mobiliser plus de 20 millions de dollars, parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut le dire, c'est Alassane Dramane Ouattara qui détient, c'est le seul qui détient les milliards, c'est le seul qui a l'argent. Les opposants sont pauvres. Donc Ouattara peut corrompre qui il veut, il peut fermer la bouche de qui il veut, il peut tuer qui il veut. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais Tidiane Thiam est à l'abri du besoin. Il a déjà plusieurs milliards investis en bourse, mais il a surtout des biens immobiliers. Il vend donc sa villa à une vingtaine de milliards et il commence donc à fermer, on va dire, le terrain à Alassane Dramane Ouattara aux États-Unis, car Dramane Ouattara essayait d'amadouer les Américains avec la base, vous le savez, une base américaine dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Odiéné. Voilà. Alors, Tidiane Thiam va recruter deux proches du président Donald Trump, deux lobbyistes qui se mettent directement au travail. Les lobbyistes donc arrivent à avoir des rendez-vous du président avec des proches du président Donald Trump. On a ici le représentant de la Floride, très proche du président Donald Trump. On a aussi une membre du Congrès américain, donc il a rencontré plusieurs membres du Congrès, mais surtout, voilà, il se rend au département d'État où il y a injonction pour qu'il soit reçu. Marco Rubio donc confie la mission à son secrétaire d'État adjoint chargé des questions africaines, avec qui le président Thiam discute et il met tous les problèmes sur la table. Alors, on demande à Alassane Dramane Ouattara, il est convoqué à New York, à l'Assemblée générale, pour qu'on puisse commencer à trouver des solutions. Dramane Ouattara est aux abonnés absents. Lui qui avait annoncé sa visite à New York avec une délégation de 55 personnes à bord d'un Airbus A320 qu'il a acquis récemment, Alassane Dramane Ouattara, il est aux abonnés absents. Il dit, oh non, là je ne vais plus. Ah si, le petit là, il est là-bas, je ne vais plus parce que j'ai pas envie d'avoir la honte. Le déplacement d'Alassane Dramane Ouattara à New York, comme je l'ai dit, allait ressembler un peu à la dernière chance qu'on a donnée, la porte de sortie qu'on a montrée à Mobutu Sese Seko. Et c'était, je pense, à Cape Town.
C'était sur le bateau, c'était sur un bateau, voilà, avec le président Mandela, Bill Clinton, Mobutu lui-même, et puis Laurent Désiré Kabila. Donc quand ils se sont croisés, on a dit à Mobutu de démissionner, il allait pouvoir garder tout son argent, il allait pouvoir se reposer dans un pays d'Europe, et surtout il allait pouvoir se soigner, parce que Mobutu souffrait du cancer. On a offert toutes ces portes de sortie à Mobutu Sese Seko. Mobutu dit niet. Et Mobutu, je me rappelle à l'époque, c'était en 1996, j'étais encore un gamin, mais je suivais déjà la politique internationale. Mobutu dit en lingala à ses ministres et conseillers qui étaient là, si vous avez peur des Américains, moi je n'ai pas peur d'eux. Ça ne vous rappelle pas un peu le discours d'un certain Alassane Dramane Ouattara qui donne des leçons aux Européens, aux Français? Ouais, nous sommes des grandes personnes, nous savons gérer nos pays. Est-ce que Merkel n'a pas fait 4 mandats? Est-ce que lui-là n'a pas fait 3 mandats? Est-ce que lui-là n'a pas fait tant mandats? Donc moi, je suis là, je vais faire mes mandats. Vous vous rappelez, Alassane Dramane Ouattara a dit ça. Et c'est le même discours qu'Alassane Dramane Ouattara continue de tenir. Personne ne viendra de l'extérieur pour nous dire ce que nous devons faire dans nos pays. Mais sauf que celui qui t'installe au pouvoir, comme disait Machiavel, il a toujours un droit de regard. Voilà, il a toujours un droit de regard sur ton pouvoir. La France a installé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. La France a un droit de regard sur le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Les États-Unis ont contribué à installer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Alors, les États-Unis ont un droit de regard sur le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Malgré donc les tentatives de Dominique Nouvian-Folorou Ouattara, une fois de plus de venir au secours de son mari, car en réalité, c'est elle qui gagne. Dominique Nouvian, depuis donc les premières dames, a amassé une fortune colossale, estimée à plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Dominique Nouvian est propriétaire de la majorité des terres urbaines d'Abidjan et de plusieurs autres localités de la Côte d'Ivoire. La première dame dirige aussi une fondation qui s'appelle Children of Africa. Allez-y comprendre. Children of Africa, c'est un peu comme la blanche avec un bon cœur gentil qui vient, les Children of Africa, les enfants d'Afrique à qui je vais donner à manger, je vais leur jeter des pains. Cette fondation Children of Africa a été déclarée d'utilité publique par le gouvernement de son époux. Elle reçoit donc plusieurs dizaines de milliards annuellement et aucun compte ne lui est demandé. Cette fondation organise un gala annuel où toutes les entreprises qui opèrent en Côte d'Ivoire, qui veulent avoir des marchés publics en Côte d'Ivoire, sont obligés de passer à la caisse et de débourser plusieurs centaines de millions pour être dans les faveurs de coupe présidentielle. Si vous ne payez pas au gala de la fondation Children of Africa, vous n'avez pas des marchés publics, vous n'aurez pas des marchés de routes, de ponts, etc. Vous êtes une multinationale, vous souhaitez travailler en Côte d'Ivoire, vous devez louer votre siège avec l'entreprise l'entreprise AICI, qui est l'agence immobilière de Dominique Nouvian-Folorou Ouattara. Dominique Nouvian-Folorou Ouattara, qui est cité dans des détournements de fonds, dans des vols commis sur l'ex-président, en tout cas la veuve de l'ex-président, le président Félix Houphouët-Boigny, dispose d'une villa en France, à Paris, dans le 16e, le très select 16e arrondissement. Elle dispose de 2 villas à Mougins, et puis elle est propriétaire d'une entreprise, même aux États-Unis, d'Assange et de plusieurs médias, sans oublier beaucoup de liquidités placées dans des comptes à Monaco. Elle est proche du prince de Monaco, le prince que vous connaissez, le jeune prince. Elle est proche donc de beaucoup de personnes, et vous voyez donc que cette femme arrivée en Côte d'Ivoire avec un baluchon aujourd'hui est une des plus grosses fortunes de ce monde. Je dis pas de la Côte d'Ivoire, je dis de ce monde, car elle et son mari ont pillé ce pays pendant donc ces 15 années, et même avant cela, quand ils ont pillé aussi les biens du président Félix Houphouët-Boigny. Alassane Dramane Ouattara perçoit au titre de son budget de souveraineté 1 milliard de francs CFA par jour pendant 15 ans, 365 jours multipliés par 15 multipliés par 1 milliard, sans compter donc l'argent qui est mobilisé pour leur budget personnel, le budget de Children of Africa, le budget de AICI, etc., etc. Dominique Nouvian ne veut pas perdre tous ses faveurs.
ne veut pas perdre sa place privilégiée, elle pourrait donc être tentée d'abandonner son époux et puis se rabattre sur quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on s'en souvient qu'en 2020, Dominique Nouvian avait croisé, on nous a dit, comme ça par hasard, le président Tidjane Thiam dans un hôtel à Paris où ce dernier séjournait. C'était pour le convaincre, pour le détourner du président Henri Konan Bédié et qu'il rejoigne son époux Alassane Dramane Ouattara pour qu'ils puissent ensemble continuer donc de faire souffrir les Ivoiriens sous prétexte qu'ils sont les héritiers politiques, mais aussi au-delà du président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. La situation donc se complique pour le dictateur donc de Berny, abandonné par tous et par toutes. Que se passe-t-il? La situation sécuritaire non plus ne s'améliore. Nous avons assisté aujourd'hui donc, bon, d'abord pour terminer avec le cas de la France, selon Navarro donc à Paris, les choses changent et de jour au jour. Ce que je sais, dit donc Norbert Navarro, c'est que cette fois-ci les choses sont très claires et que la position française va être signifiée clairement à Alassane Ouattara, que cette fois-ci c'est le coup de trop. C'est le coup de trop de vouloir faire le 4e mandat. Le 4e mandat est donc le coup de trop pour la France, selon donc ce journaliste, ex-rédacteur de la radio RFI, très introduit dans les pouvoirs français. Ces propos interviennent alors que la candidature d'Alassane Dramane Ouattara à un nouveau mandat continue de susciter de vives contestations dans le pays et à l'international. Plusieurs acteurs politiques et organisations de la société civile dénoncent ce qu'ils considèrent comme une remise en cause des acquis diplomatiques, des acquis démocratiques. Ça veut dire qu'on a fait tout ça pour rien. Si depuis 1990 la Côte d'Ivoire est, nous dit-on, une démocratie où on peut s'exprimer, en 2025 on tend vers le parti unique qu'on a eu dans ce pays de 1960 à 1990. Alassane Dramane Ouattara est donc au Médian, il a fait 15 ans à la tête du pays et désormais il veut instaurer le parti unique. C'est-à-dire tout le monde doit avoir la même pensée. Pour ça, il traque ses adversaires politiques. Un procureur aux ordres, donc qui traque tous ceux qui sont dans le pays, qui ne pensent pas comme le RDR, qui ne parlent pas comme le RDR, qui n'agissent pas comme le RDR. Alassane Dramane Ouattara veut qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour avoir de quoi manger, il faut faire le culte de lui, sa personnalité. Mais cela ne va pas du tout fonctionner, car on le dit, trop, c'est le slogan. La France dit qu'Alassane Ouattara a poussé le bouchon un peu trop loin. Nous verrons donc ce qu'ils vont dire. Alors, comme je disais aussi tantôt, la situation sécuritaire ne s'améliore pas. On se rappelle qu'à l'annonce donc de sa candidature pour ce 4e mandat, Alassane Dramane Ouattara avait déclaré qu'il y a un défi sécuritaire, qu'il est la personne adaptée, qu'il est la personne préparée, la mieux préparée. Donc, la demi-douzaine dont il parlait n'est pas préparée, c'est lui seul qui peut donc protéger la Côte d'Ivoire. Un aveu d'échec, voilà, selon les analyses politiques qui se sont succédés sur le plateau après donc l'annonce de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Hier même, 3 Ivoiriens. Hier, c'était le dimanche, donc la nuit de dimanche à lundi, 3 Ivoiriens ont été tués. Le dimanche 21 septembre, une attaque qui a coûté la vie à 3 Ivoiriens. Voilà, c'est 3 camionneurs qui se rendaient au Mali et ils étaient donc des conducteurs de camions citernes. Ils ont été attaqués. Voilà, attaqués aux frontières ivoiriennes. Ce sont des camionneurs de la société Civotec, spécialisée dans la livraison de bitume à d'autres entreprises. Donc, 3 travailleurs de la société Civotec ont été tués hier par une attaque terroriste aux frontières de la Côte d'Ivoire. Voilà, voici donc, vous êtes en train de voir, voilà, vous êtes en train de voir l'attaque djihadiste. Voilà, l'attaque des djihadistes. Vous pouvez donc reconnaître donc la voix de ces djihadistes qui ont attaqué au nord de la Côte d'Ivoire ce convoi de la société Civotec. Voilà, donc vous êtes en train de voir. Voilà, ça c'est aux frontières de la Côte d'Ivoire avec le Mali.
Voilà, la situation sécuritaire aussi ne s'améliore pas sous le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara, comme vous êtes en train donc de le voir. Et tout cela donc pousse le Conseil de sécurité de l'ONU à envisager une réunion d'urgence pour mettre fin, ou en tout cas un arrêt au processus électoral conflictuel actuellement en Côte d'Ivoire. Voici donc, c'est à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali. 3 camionneurs ivoiriens ont été tués dans cette attaque terroriste. Voilà, le régime d'Alassane Draman Ouattara, on le voit, est incapable donc de protéger les Ivoiriens. Ceux qui bandaient les muscles ici, disant qu'ils ont du matériel militaire, on le voit, ils n'arrivent pas donc à sécuriser les frontières ivoiriennes. Bon, peut-être que c'est un coup monté par eux pour dire, voilà, on est dans une situation donc de crise sécuritaire, donc il faut un président. Donc vous êtes en train de voir que voilà, une situation assez tendue, voilà, aux frontières de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, vous le savez, qui a maille à partie avec ses voisins. Le Mali a célébré son indépendance hier 21 septembre. Voilà, je pense que c'est ça. Et il y a eu un défilé militaire pour répondre donc à ce que vous avez vu à Bouaké, à ces engins prêtés par la Côte d'Ivoire à la France, à d'autres pays, pour venir montrer du muscle, le matériel loué. Voilà, les Maliens sont sortis. Vous qui parlez Bambara, vous allez écouter. Ils ont fait un défilé extrêmement. Voilà, nous avons acheté nos matériels, c'est pas du matériel loué, c'est pas du matériel voilà, qu'on nous a prêté. Défilé de la fête nationale de l'indépendance du Mali à Bamako. Voilà, et à Bamako aujourd'hui, non, aujourd'hui 22, voilà, c'est l'indépendance du Mali. Donc vous voyez ces engins là, les engins, les blindés et aussi des avions de chasse Sukhoi 24 que l'armée malienne a acquis récemment, et aussi du matériel, il faut dire des radars, etc. pour contrôler l'espace aérien du Mali. On voit donc là des véhicules blindés qui n'ont absolument rien à voir avec ce que nous avons vu. Bon, ce que nous avons vu à Abidjan, on va essayer de faire donc une petite comparaison entre donc le matériel militaire, voilà, le matériel militaire malien et le matériel militaire ivoirien. Voilà, vous êtes en train de voir donc les chars, du moins les véhicules blindés Springbok que la Côte d'Ivoire a utilisé pour son défilé. Et vous avez aussi de l'autre côté, voilà, ce sont des véhicules blindés. Des véhicules blindés, je rappelle que des pays de l'AES, il y a certains pays de l'AES donc qui fabriquent leur propre matériel. Voilà, donc le Mali, voilà, ça a été très clair. Le discours en Bambara, vous avez compris, c'est un statut visé, voilà, comme disait Étienne, un statut visé en direction d'Abidjan, en direction d'Alassane Draman Ouattara, en direction d'Alassane Draman Ouattara. Voilà, donc Ouattara et ses blindés ici, on les voit, regardez, ce sont donc les blindés ivoiriens. Et nous allons voir de l'autre côté après les blindés maliens. Voilà, pour dire, bon, Ouattara a lancé un message depuis Abidjan, pardon, depuis Bouaké. Voilà, et ça c'est la fête passée, c'était à Abidjan sur le VGE. Voilà, vous voyez des blindés bon, qui ont été loués parce que il y a un proche du président Guillaume Soro qui en a parlé. On voit l'armée de terre qui en a parlé. Et ce dernier aujourd'hui est en prison 3 ans. Alors le Mali a répondu aujourd'hui. Bon, le statut était visé très clairement à destination d'Alassane Draman Ouattara qui bande les muscles. Le Mali lui dit, nous sommes nous aussi prêts. Voilà, nous sommes prêts à défendre notre pays contre les djihadistes, mais contre toute attaque venant de quel que soit le pays. Voilà, donc nous souhaitons donc, voilà, c'est notre pays d'accueil, nous souhaitons une très belle fête de l'indépendance au peuple malien. Ni mobili kelengele dorobe kele juruta la masiga dereme kele tala abe mali yere tufa kono nafolo ye anyere de ni sa anyere kulula kanga pambolo do aga wani kono anga jamana tew kama jamana tew ni jamana la kana li barakama mobili munu ni foite foi kula
Voilà, les choses donc semblent se compliquer pour le dictateur de l'Eberni, semblent se compliquer donc pour Alassane Draman Ouattara. Dans quelques jours, donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil se réunit dès aujourd'hui même. Tous les chefs, en tout cas plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Le Conseil de sécurité pourrait être déjà même saisi pour la situation ivoirienne. Et bon, on a aussi le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodoring Obiang, qui a plaidé pour que l'Afrique ait plus de membres au Conseil de sécurité. Donc vous êtes en train de voir donc le vieux, voilà, le vieux qui refuse de partir. Va-t-il connaître la honte comme Mobutu Sese Seko Kukuwandu Wazabanga? C'est en tout cas ce que croit tout le monde, et même les repéros, voilà, les gens qui ont faim là. Comment il s'appelle ce monsieur? Est-ce que, bon, on va faire voilà, un petit jeu. Est-ce que vous pouvez donner le nom du monsieur qui est là sur votre écran? Est-ce que vous pouvez donner son nom? Est-ce que vous pouvez donner son nom? Est-ce que vous pouvez donner son nom? il doit avoir faim. Voilà, est-ce qu'on n'a pas un plat pour lui? Il n'y a pas quelqu'un qui a un petit plat pour lui là? Il n'y a pas quelqu'un qui a un petit plat pour lui? Voilà, les choses donc sont en train de se compliquer donc pour le dictateur, et même à l'heure où on parle là, les repéros, ils n'arrivent plus à pouvoir donc s'exprimer correctement. Les repéros n'arrivent plus à s'exprimer correctement. C'est désormais c'est la fin. Voilà, bientôt l'argent va donc arrêter de circuler. Voilà, quant au PDCRDA, on revient d'ailleurs tout à l'heure, on revient donc avec bon, ce qui se prépare depuis Paris, depuis Washington, depuis Bruxelles, depuis Londres, mais aussi depuis Abidjan, parce que vous avez vu le président Gbagbo, voilà, il a donné une dernière chance à Alassane Draman Ouattara. Il faut que le secrétaire général de l'ONU, bon, l'envoyé du secrétaire général, il termine sa mission et il retourne faire son compte rendu à New York, et que l'ONU donc décide de convoquer le Conseil de sécurité pour que la situation soit débattue. Pendant ce temps, depuis Washington DC, le président Tidiane Thiam, voilà, continue de restructurer le PDCI-RDA. Le président du PDCI, vu la constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi numéro 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques, vu les statuts du PDCI-RDA, vu la résolution spéciale numéro 03/06/2013 du 12e congrès ordinaire donnant pouvoir au président du parti de créer chaque fois que nécessaire tout comité ou commission ad hoc à l'effet de rendre plus efficace la gestion du parti, vu le rapport général du 9e congrès extraordinaire électif et éclaté du PDCI-RDA du 14 mai 2025 portant élection du président du PDCI, vu les nécessités de service, article 1er, Madame Zébé Dioman Gilberte, épouse Aubry, est nommée déléguée de la délégation de Grand Bassam 1 en remplacement de Madame Diplo Linda, démissionnaire du PDCI RDA. Article 2, le directeur de cabinet du président du parti est chargé de l'exécution et du suivi de la présente décision qui sera publiée partout où besoin sera. Fait à Washington le 19 septembre 2025, signé Tidiane Thiam, président du PDCI RDA. Donc Linda Diplo qui, ma foi, s'est trompée d'époque pour partir. Linda Diplo a donc décidé de rejoindre le RDA RHDP au moment où ce parti, on le voit, est en déroute, un parti qui est en train de tomber, au moment où le chef, le patron même, Alassane Draman Ouattara, ne sait plus à quel sein se vouer. Bon, il y a des gens quand même qui vont prendre l'enveloppe, peut-être, bon, ils veulent manger un peu au resto avant que les choses, avant que le resto ne ferme. Voilà, peut-être qu'ils veulent, ils veulent manger au resto avant que donc le resto ne ferme. Bon, voilà, c'est compliqué. Donc, la réunion où Ouattara devait assister, la France qui reconnaît l'État de Palestine, discours d'Emmanuel Macron au Conseil, à l'Assemblée générale de l'ONU. Il avait invité d'ailleurs Alassane Draman Ouattara, qui n'est pas parti, qui a refusé de se rendre pour éviter la honte. Mais la honte est venue le trouver à Abidjan. Comme vous êtes en train de le voir, donc les choses
sont en train petit à petit de se mettre en place pour la chute. Bon, il y a certains qui sont là, il est venu dans l'espoir, il est venu. Donc vous pensez que la politique là, ça veut dire que quelqu'un il vient et puis il se met en force et puis voilà, c'est bon, ça passe. Non, 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 non. La politique, ça se fait avec les muscles, ça se fait aussi avec le cerveau. Voilà. Donc Ouattara attendait les opposants et quelque part dans la force. Mais les opposants étaient plus intelligents que lui, Alassane Ouattara, parce qu'ils ont utilisé la haute diplomatie. Et cette haute diplomatie, donc, est en train de payer. Cette diplomatie est en train de payer. Bon, je vais vous expliquer peut-être en quelques points. Pour nos frères qui n'ont pas tout compris, je vais vous expliquer en quelques points. Pourquoi pensez-vous qu'on a fait les manifestations du 16? On a fait surtout la manifestation du 9. Pourquoi vous le pensez? La manifestation que nous voyons en image, bon voilà, peut-être que c'est encore tout petit, vous allez voir en image encore plus grande. Cette manifestation où on a mobilisé des millions de personnes, voilà, où on a mobilisé des millions de personnes en Côte d'Ivoire, c'est la première fois, même quand Ouattara était populaire et ses partisans étaient prêts même à mourir pour lui, et il mobilisait, il n'a jamais pu mobiliser 100 000 personnes. Vous vous rappelez que dans ce pays, le record de manifestation, c'est Charles Blé Goudé qui le tenait. Et c'était où? C'était à la place de la République. Ou bien, c'est ça, non? Place de la République indépendante, je confonds toujours. Au plateau, là. C'était le record. Ça, c'est quand, je pense que la France avait commencé déjà à attaquer la Côte d'Ivoire. Et que Charles Blé Goudé a organisé cette manifestation. Pour la petite histoire, c'est là que, en global, là, Zazo, il a quitté RDR tellement il a été impressionné. Ça a été la manifestation qui a rassemblé le plus de personnes en Côte d'Ivoire. Depuis que le pays a été créé. Même l'indépendance, il n'y avait pas autant. C'était en 2010 ou 2011. Voilà, vous allez me dire la date exacte. Donc, jusqu'à cette date, jusqu'à la manifestation du 9 août, il n'y a jamais eu une autre manifestation comme ça dans le pays. Est-ce que vous m'avez compris? Ce qui veut dire que la manifestation du 9 là, ils ont compris, c'est pour ça qu'ils ont voulu annuler cette manifestation. Les gens sont sortis par millions dans les rues d'Abidjan. Par millions. Et quand ils sont sortis comme ça, c'est un message à ceux qui soutiennent Alassane Ouattara ou qui pensaient qu'il était encore toujours fort, qui était derrière lui. C'est pour dire que votre gars, la majorité des Ivoiriens le vomit. Les Ivoiriens ne veulent plus de lui. Les Ivoiriens ne veulent plus de lui, mais lui, il veut faire la violence. Vous avez vu, on a voulu marcher, il a interdit notre marche. Regardez tous ces millions qui voulaient sortir, il a interdit la marche. Ensuite, il allait envoyer ses miliciens pour aller brûler les bus, ou brûler un bus, faire semblant de brûler un bus, d'attaquer les policiers à Yopougon, pour lancer une répression contre les opposants. Donc, ça a été un message. Il est tombé dans le piège. Il est tombé dans le piège. Donc, quand ça s'est passé comme ça, voilà, quand ça s'est passé comme ça, on a montré au monde entier que l'opposition, imaginez un pays où il y a une dictature sanglante qui pratique une répression violente. Mais vous arrivez à mobiliser des millions de gens dans la rue. Les gens bravent le danger. Parce que ceux qui sont sortis là, le 9, est-ce qu'ils savaient ce qui les attendait? Est-ce que les gens savaient ce qui les attendait? Quelle menace on n'a pas vue? Quelle menace que les miliciens, les microbes n'ont pas proféré? Ils ont proféré toutes sortes de menaces. Oh, on va vous faire ceci, on va vous faire cela. Et puis, il y avait même la pression qui est venue du fait que ils ont arrêté des gens. Et pour le 2, ils ont arrêté des gens. Après Yopougon, ils ont convoqué les responsables de la marche. Ils ont fait des heures, ils étaient presque en garde à vue pour être députés et tout. Donc, il y avait déjà une tension, il y avait la violence. Donc, les gens qui venaient, ils pourraient se dire, ah, moi, je ne veux pas aller là-bas parce qu'il ne faut pas me tirer, moi, je ne veux pas mourir. Les gens pourraient se dire ça. Mais les gens ont bravé la violence du RDR. J'ai donné la parole ici à des gens. Même les policiers saluaient les gens. Ils étaient contents que les gens sont sortis comme ça. Et il n'y a pas eu de violence, d'animosité de la part des marcheurs vis-à-vis des policiers. Vous savez qu'ils n'ont pas affaire aux policiers?
Vous avez vu, les policiers étaient là, il y avait des cargos, mais ils n'ont pas eu de problème avec les gens. Plus de combien? 1 million et quelques, ils ont marché. Et les images ont été transmises partout dans le monde. Et on a montré que nous sommes majoritaires. C'est ça que vous devez comprendre. C'est le plus important. C'est le message le plus important. La manifestation là qu'on a pu faire le 2 là, pardon, le 9, ça a bouclé, ça a fermé Ouattara. Si vous vous souvenez, avant la manifestation, la France disait que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. La Côte d'Ivoire est souverain. Nous, on ne veut pas se mêler, voilà, on ne rentre pas dedans. Mais après la manifestation du 9, vous avez vu que la pression est montée sur Ouattara à l'international. L'international démocratique ou démocrate, le Parlement européen, ils ont demandé à la représentante de parler. Il ne faut pas avoir peur, elle n'a dit la vérité au régime Ouattara. Vous avez déjà vu ça une fois? Où on dit à une représentante, ambassadeur, diplomate, il faut lui dire la vérité. La femme, comme elle ne veut pas, elle dit, bon, moi je m'en vais. Parce qu'elle est avec eux, elle est partie. Elle a quitté. Voilà aujourd'hui les Français, les Américains, toute la sous-région ouest africaine. Vous êtes aujourd'hui tous témoins que tout le monde est opposé à ce régime. C'est Boribana, c'est terminé. Quand vous les entendez parler, oui, c'est pour... Ils essaient de chasser la peur. Je peux vous dire, j'ai la liste des ministres qui ont déjà fait partie, tous les enfants. Eux-mêmes, ils sont prêts à fuir. Il a bloqué les passeports de ses ministres. Alassane Ouattara a bloqué les passeports de ses ministres. Mais il y en a qui ont des passeports. Il y a beaucoup qui ont des passeports d'autres pays. Ils sont prêts à fuir. Ils sont prêts, quand c'est gâté, ils vont fuir. Et puis il y a une chose. Quelqu'un qui a des milliards. Moi j'ai gagné l'argent. J'ai fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je suis ministre. J'ai volé il y a des milliards. Vous pensez que moi je suis un suicidaire pour aller mourir? Est-ce qu'il y a combien parmi les gens de Ouattara là qui peuvent faire ce que Gbagbo a fait, c'est-à-dire rester dans le bunker, et puis on va tirer sur eux, ils vont dire non, nous on ne veut pas, parce que si tu fais ton oui, là, et puis demain là, le pouvoir tombe, mais c'est toi qui vas payer, hein. C'est toi qui vas payer. Pourquoi? Parce que tu vas répondre à la justice, tu vas perdre, voilà, tu vas perdre, tu perds tout ce que tu as volé. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait la vie? Dit la Bible. Tu as amassé des dizaines, peut-être centaines de milliards. Et puis tu te retrouves en prison. Mon frère, qui va manger l'argent là? Qui va manger ton argent? Regardez, ça c'est le bunker du palais présidentiel. Il y a combien qui sont prêts à faire ça pour qu'on aille les sortir là-bas? Donc l'argent que tu as pris là, si tu ne peux pas manger là, ça te sert à quoi? Donc dès qu'on va dire, dès que le peuple prend ses responsabilités dehors, parce que quand l'ONU va parler, ils vont se jouer un peu les durs, mais après vous allez les voir. Parce que dès que le peuple, il dit, moi je connais ces gens, ils vont tous fuir. Je vous le dis, ils vont tous fuir la Côte d'Ivoire. Et c'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps. Parce que déjà tout le monde sait que l'opposition est forte. Tout ce que les gens croyaient, c'est que non, Ouattara a le soutien de la communauté internationale, patati patata. Je vous assure qu'aujourd'hui, il n'y a aucune communauté internationale qui soutient ce vieux dictateur, 83 ans, qui est malade et qui lui-même, il ne sait pas si l'année prochaine, il sera encore là en vie. Personne ne le soutient parce que si on le laisse continuer dans sa forfaiture, c'est le chaos. C'est le chaos. C'est le chaos qu'il va installer dans la sous-région, et ça personne ne veut. Vous avez vu, il fait ces oui là. Les Maliens aussi sont venus. Est-ce que avant là il y avait ça? Avant là tout le monde, les pays, on était en paix, on vivait en paix. Mais vous voyez que tout le monde est en train de s'armer. C'est à cause de quoi? C'est le djihadisme, mais c'est aussi à cause des gens qui veulent déstabiliser leur pays. Donc, dès que ça commence là, ils vont fuir. Moi, je vous dis ça, ils vont fuir. Et puis, ils vont fuir, ils vont aller où? Ils vont aller au Mali, ils vont aller au Burkina, ou bien ils vont aller en France. La France va fermer, parce que c'est traitement contre démocratie. Si Ouattara il joue les durs, qu'il tombe,
Mais le cancer là va le tuer. Il va mourir très vite. Celui de Gabon là, c'est parce que lui c'est AVC, donc il doit faire une rééducation. Mais toi, Ouattara, c'est cancer. Donc quand le cancer te prend et puis on te dit que tu ne peux plus venir en France pour venir te soigner, donc les milliards que tu as ramassés là, les 365 milliards, tu as pris ça pendant combien? 15 ans, 3600 milliards, 5000 milliards, 10 milliards de dollars qu'il a pris comme budget de souveraineté. Tout ce que tu as volé, tout ce que vous avez volé dans les caisses de l'État, hein, dans le pétrole, puisqu'on ne voit même pas une ligne de pétrole pour dire que ça fait partie du budget. Qui va manger l'argent là? Tu vas faire comment? Regardez Mobutu. Il a eu tout. Mais où est Mobutu aujourd'hui? Il est mort seul là-bas au Maroc. Il n'a même pas fait, je pense même, il n'a même pas fait 1 an de plus, mais puis il est mort. Donc c'est un message qu'on lance tous les jours, on les lance à Alassane Draman Ouattara. On va écouter Norbert Navarro. Alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis à Paris aussi. Paris, ou alors faut me dire que Paris n'a aucun rôle à jouer en Côte d'Ivoire. À Paris aussi, les choses changent, et de jour en jour. Et moi, ce que je sais en date de pas plus tard que ce matin, c'est que cette fois-ci, les choses sont très claires. La position française va être signifiée clairement à Alassane Ouattara, que cette fois-ci, c'est le coup de trop. Voilà. Ça date du 19 septembre. Et on n'est pas encore au 25 octobre. Donc ne négligeons pas ça. Mais revenons à notre discussion, tirons des plans sur la comète, mais n'oublions pas quand même d'évoquer ça. En tout cas, les plans sur la comète... Voilà, donc vous avez compris, c'est le monsieur Navarro qui le dit très clairement. Cette fois-ci, c'est le coup de trop. Vraiment, tout le monde est fatigué. Alassane Ouattara, il a menti à tout le monde. Le temps est arrivé pour lui de partir. Donc s'il refuse de partir, mais il va partir comme il est venu. Voilà, vous êtes RDR, vous êtes sur mon direct. Moi, je vous dis la vérité. Ne pensez pas que je viens m'asseoir ici parce que j'ai envie pour venir vous raconter des histoires. Alassane Ouattara ne sera pas président de la Côte d'Ivoire au soir du 25 octobre. Écrivez ça et puis gardez. Tu es RDR, il faut écrire, tu vas garder. Voilà. Donc, si tu as ton sac de riz, il faut bien garder. Si tu as un peu d'argent, il faut bien garder. Parce que cette année, tout le monde dit trop, c'est trop. Les choses ne vont pas se passer comme vous avez cru. Bon, vous avez fait déjà en 2020 et vous avez cru pouvoir faire en 2025. C'est très clair. La position va être clairement dite. Les Français disent trop, c'est trop. Tout le monde dit trop, c'est trop, on est fatigué. On va lui dire la vérité. Il n'y aura pas de 4e mandat. Si tu es RDR, on est venu te blaguer avec un peu d'argent, on dit va faire campagne, tu prends ça, il faut bloquer. Tu vas manger tranquille. Mais sinon, je vous le dis, je ne peux pas dire plus, mais il n'y a pas de 4e mandat en Côte d'Ivoire en cette année 2025. Donc les bavardages inutiles, on va arrêter. Comme je l'ai dit, à partir de demain, je vais faire plusieurs vidéos. Bon, peut-être on va se retrouver le soir, mais plusieurs vidéos. Donc, partagez et informez vos proches et vos connaissances. Moi, je m'arrête là pour ce soir. Passez une excellente nuit, il est 23h40. On va dormir et on se retrouve ici le matin. La nuit porte conseil. J'espère que les RDR qui étaient là, nombreux, qui me suivaient, qui souvent même, on me dit que même à la présidence, on me suit. J'espère qu'ils vont tirer conclusion de ce qui est dit et fait actuellement. Parce qu'il y a ce que vous dites à vos gars dans les grains, et puis il y a la réalité qui est en train de se tramer derrière vous. Voilà, l'opposition a été plus stratégique que le RDR. Parce que c'était ça notre problème. On parlait beaucoup. Et pendant que nous on parlait, Dominique Nouvian, c'est elle qui gérait toute la stratégie de Ouattara. Elle partait voir les groupes, les hommes d'affaires français. Les Bolloré, les Bouygues, les quoi. Bouygues, ils ont la société d'eau, la CIE, la SODECI, ils avaient l'aéroport, pardon, ils avaient le 3e pont, ils avaient beaucoup d'entreprises. Elle va leur dire, mais si vous donnez à ceux-là, eux ils veulent aller à la Russie, eux ils veulent aller avec l'AES, si vous les donnez, vous allez perdre votre argent. Il ne faut pas permettre qu'il reste. Alors, Bolloré,
qu'est-ce qu'il fait? Bon, puisque Bolloré, c'est un homme de la droite pure, qui a créé même des médias, les iTélé, je crois, les CNews, tout ça. Et ils ont même racheté une école de journalisme pour former les journalistes de droite, comme ça se passe aux États-Unis, parce qu'ils veulent étendre leurs idées partout. Donc, quand on a commencé à le critiquer, il a vendu Bolloré Africa Logistique, il est parti ailleurs. Et il est là-bas, mais c'est eux qui pilotent la politique africaine. Donc, les Bolloré s'en vont voir Sarkozy et lui dit, ah, la situation en Côte d'Ivoire, ben écoute, on ne peut pas abandonner Ouattara face à ces gens. C'est la Russie qui est derrière, c'est la Russie qui est l'AES, c'est eux qui veulent occuper la Côte d'Ivoire. C'était des mensonges. Parce qu'il faut dire la vérité aussi que certains de nos frères ne savent pas parler. Ils passaient leur temps dans des discours belliqueux, et c'était pas bien. Donc c'était comme ça que ça allait. Donc quand Sarkozy prend le dossier en main, il s'en va voir Macron, bon, et ben c'est son bon petit, et il règle là-bas, et c'est comme ça que Ouattara a pu se maintenir par la force en 2020. Et il a tué les gens, les médias français n'ont même pas parlé un mot. Mais cette fois-ci là, tu vas aller dire quoi? Que Tidiane Thiam là, c'est la Russie qui l'a envoyé? Tu vas aller dire que Tidiane Thiam c'est la Russie qui l'a envoyé? Don Melo même qu'on disait que c'est la Russie là. En réalité, Don Melo, bon, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais Don Melo a montré que lui, c'est pas Russie. Bon, Don Melo dit qu'il est candidat, sachant qu'il va aller, il va perdre. Donc, le mensonge, merci beaucoup Ngoran, le mensonge de RDL, ça ne passe plus là-bas en France. Le mensonge du RDR, ça ne passe plus là-bas à Washington DC. Le mensonge du RDR ne passe plus à Londres. Le mensonge du RDR ne passe plus à Bruxelles. Alassane Draman Ouattara aujourd'hui est affaibli, il est isolé. Surtout qu'il a menti. C'est aujourd'hui l'un des plus gros dictateurs, l'un des plus gros problèmes de toute la sous-région ouest africaine. Et le pire encore, parce que c'est ça qui met un peu ses alliés dans cette situation. Vous avez vu le président de Bénin, Patrice Talon. Patrice Talon et Ouattara, ils ont les mêmes méthodes. Ils sont autoritaires. C'est des gens qui attrapent les gens, ils les mettent en prison, ils font les trucs. Mais Patrice Talon, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu faire changer la constitution. Parce que ce que certains de nos frères peut-être ne savent pas, c'est que aux élections législatives passées, l'opposition a boycotté le scrutin au Bénin à cause de la façon de gouverner de Talon. Donc Talon, il a tous les députés. Est-ce que vous m'avez compris? Au Bénin, il n'y a pas de députés de l'opposition. Tous les députés sont des députés de la majorité. Donc, il a le contrôle du Parlement. Donc, Patrice Talon pouvait dire, il demande aux députés, il n'a même pas besoin de faire une ordonnance ou de faire des modifications constitutionnelles par ordonnance, tout ça, non. Il demande aux députés de voter ou il demande aux députés d'écrire une nouvelle constitution. Les députés allaient le faire. Et ça va lui permettre de remettre le compteur à zéro, de faire un troisième mandat. Mais il a dit non, il ne veut pas. Parce qu'il sait que ça va créer des troubles dans son pays. Et l'armée peut profiter pour faire un coup d'État. Vous avez même vu, il y a eu des gens qui ont été arrêtés pour ça. Et ce qui se passe, s'il le fait et que ça ne marche pas, lui, il est un homme d'affaires, il avait 500 millions d'euros quand il est arrivé au pouvoir. Là, il est milliardaire, peut-être en dollars déjà, avec le budget de souveraineté, les quoi, sans compter, il a ses propres entreprises d'engrais, de coton et tout. Donc, il a mis son bon petit devant. Le petit, comment est-ce qu'il s'appelle là? Vous pouvez me donner son nom? Il a fait Harvard ou quoi là? Mais lui, c'est un expert comptable, c'est un expert en finance, en économie. Et ce petit-là, il va rendre Talon encore plus riche que ce qu'il était et ce qu'il est même aujourd'hui. Parce qu'après, moi j'ai fini mon mandat et je suis parti. Il va faire ses affaires. Il va contrôler des pans de l'économie. Il va investir dans beaucoup de pays. Il a 49 ans. Moi, je suis plus âgé que lui. Peut-être quelqu'un va me donner son nom là. Donc, il a su partir. Mais l'église catholique est venue demander à Alassane Ouattara, il faut savoir partir.
Il faut savoir partir. Tout le monde te dit, il faut savoir partir. Mais on te dit, il faut partir là. Est-ce que c'est parce que tu dis, non, les catholiques ne m'aiment pas. Non, les Bousboni, là, ils ne m'aiment pas. Merci, Wadani. Voilà, le petit Wadani. Mais c'est un expert comptable. Il a fait le General Management Programme à Harvard. Mais il va se mettre là. Et puis, Wadani est devant, mais en réalité, tout le monde sait que Wadani, c'est le bon petit de Talon. Si Wadani est au pouvoir, mais c'est Talon qui dirige. Wadani va faire ses 2 mandats. Quand il se retire, ils vont mettre quelqu'un d'autre encore. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, toi, Ouattara, tu dis que toi, tu as 6 personnes. Tu as 6 Wadani. Voilà, toi, tu as 6 Wadani dans ton camp. Non, moi, je suis déjà vieux, je suis fatigué. On ne t'a même pas sonné. C'est ça, le blanc dit, qui t'a sonné? On ne t'a pas posé. L'opposition n'est pas allée te demander. Non, est-ce que vous serez candidat? Est-ce que vous ne serez pas candidat? C'est toi-même, tu parles. On dirait Maïtokov. On dirait perroquet même. On dit, Ouattara, tu vas le voir, tu vas parler, c'est un homme qui est sérieux. Mais non, il est pire que perroquet. C'est toi celle qui parle. Non, moi je suis déjà vieux. Et allez demander à Koulibaly. Koulibaly m'envoie 2 valises de documents la nuit. Moi je suis fatigué. Moi je vais aller écrire mes mémoires. Moi je vais rester avec mes petits-enfants. Moi je vais faire ceci. On t'a jamais posé de questions. Personne ne t'a demandé quelque chose. C'est toi-même qui parles. Quand le moment arrive maintenant, tu dis non, moi j'ai une demi-douzaine, mais je suis en bonne santé, je peux encore faire le travail. Mais si c'était ton plan, mais il fallait sauter tous les trucs, les verrous, qu'il y a un mandat illimité, tu as sauté le verrou de l'âge. Pourquoi tu vas garder le verrou de limitation de mandat à 2? C'était pour blaguer Bédier. Maintenant, Bédier t'a soutenu. Après, maintenant, toi, tu viens tuer Bédier. On dit, bon, tu dis que bon, ton candidat est mort, tout ça, faut te retirer. Tu dis, ah non, moi, je suis en bonne santé, je peux travailler. Mais qui t'a dit que tu n'es pas en bonne santé? Nous, on ne connaît pas ton certificat médical, on ne connaît pas ton dossier médical. C'est toi seul qui dis, c'est toi qui dis, c'est toi qui parles. Donc, les gens, on te regarde maintenant que le vieux là, non. Même ceux qui doutaient un peu, qui disaient non, les opposants, ils sont jaloux, ils insultent un papa, et c'est des gens, ils sont mal élevés. Mais aujourd'hui, tout le monde comprend que, en réalité, le problème, c'est toi. C'est toi qui es menteur. Et tu roules tout le monde dans la farine. Tu as menti à tout le monde depuis que tu es venu dans ce pays. Donc, tu vas mourir dans la honte. Les Français qui étaient quand même ceux qui croyaient encore un peu en toi, ils sont obligés de venir te désavouer maintenant sur la place publique. Tu fuis l'ONU. Toi, Draman Ouattara, tu dis tu es américain. Ouattara, l'américain, qui a fait combien? 40 ans aux États-Unis, d'après lui, mais il ne sait pas parler anglais. Airjet, I don't want airjet true. I don't want the blood to be vest. Ça, c'est quelqu'un qui a fait 40 ans aux États-Unis. Moi-même, je ne suis jamais allé là-bas, là, je parle anglais mieux que lui. Maintenant, toi, tu es Ouattara, l'américain, là, tu fuis maintenant Amérique, là, tu ne veux plus aller là-bas. L'ONU dit, il faut venir là-bas, on va discuter. Voilà. Parce qu'on ne peut pas accepter que l'élection, là, ça se passe dans les conditions que toi, tu veux faire. Voilà. Tu veux créer le désordre. On ne veut pas accepter ça. Voilà, le monsieur, maintenant, il dit, non, moi, je ne vais même plus. Hachi, il faut partir. Voilà, c'est toi, tu es américain maintenant. C'est toi, tu connais Harvard, là, il faut partir. Ah bon? Mais cette année, la vérité va se savoir. C'est tout ce que je voulais vous dire. Le 4e mandat, il n'y aura pas. Ce couple de... Bon, je même pas... faut pas, c'est pas la peine d'insulter. Ce couple ne sera plus là très très bientôt. C'est ici donc que je vais m'arrêter. Désormais, c'est comme ça. Chers frères et sœurs, merci. Donc on se retrouve ici le matin sur la voie de la résistance panafricaine sur Elvic TV. Passez une excellente nuit et que Dieu vous garde et vous donne la force et surtout la force de bien réfléchir pour prendre de bonnes décisions. Voilà. Ceux qui sont proches d'Alassane Ouattara qui me regardent aujourd'hui, c'est le moment d'aller le raisonner parce qu'il a encore une dernière chance. Parce que si ce n'est pas le cas, je pense que c'est la honte, l'humiliation qui t'attend. Quand on t'élève, tu crois que tu es trop léger, tu nages dans les nuages, tu nages même sur les nuages. Maintenant, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est la chute. On peut tomber aussi plus vite qu'on est monté. Que Dieu vous garde. C'était Isaac Kofi.
depuis Bamako pour Elvic TV Résistance, la voix de la résistance panafricaine.